Insider. Daté d'avril 1987, cet entretien avec Kenzo Tsujimoto, le président et fondateur de Capcom et précédemment d'IREM, est intéressant à plus d'un titre. Il met en lumière le parcours de cet entrepreneur visionnaire, ses expériences chez IREM et Capcom, ainsi que les perspectives de développement de l'entreprise qu'il mènera jusqu'au firmament. Mais avant de commencer l'entretien, intéressons-nous à cette introduction, rédigée par le rédacteur en chef Zenji Ishii, qui montre le chemin qu'il restait à parcourir à Capcom avant de devenir l'éditeur glorieux que nous connaissons. Que ce soit par la magnificence de ses graphismes réalistes qui imprègnent constamment leur jeu, par la sensation exaltante que l'on ressent en y jouant et en les terminant, Capcom laisse une impression d'une forte personnalité. Ensemble, posons des questions à Capcom, parlons-en et parfois tentons de les affronter. Les jeux de Capcom sont identifiables dès le premier regard. Capcom a produit de nombreux titres, mais tous partagent des caractéristiques similaires. On pourrait dire que c'est à la fois la force et la faiblesse des jeux Capcom. Alors en quoi leurs jeux se distinguent-ils ? En surface, c'est par les graphismes et leur musique. Les graphismes sont rendus aussi réalistes que possible, avec un souci du détail proche du réel. Cela contraste fortement avec les produits d'autres entreprises qui utilisent souvent des couleurs vives et uniformes. En ce qui concerne le son, les jeux de Capcom présentent des sonorités très complexes et des musiques adaptées à l'atmosphère du jeu, offrant une expérience musicale raffinée. A l'inverse, les jeux de Sega se concentrent davantage sur des mélodies accrocheuses que tout le monde peut fredonner. Sega utilise la musique pour créer l'ambiance du jeu, tandis que Capcom semble vouloir adapter la musique au déroulement du jeu, adoptant ainsi une approche différente. Le contenu des jeux de Capcom, utilisant ces graphismes et cette musique, se caractérise par un fort sens de la narration. Même Son Son avait une mission de voyage vers l'Inde. Des jeux comme 1942, Godsmoke ou encore Rush and Crash présentent également des décors facilement compréhensibles. Par conséquent, le contenu des jeux de Capcom tend à être sobre plutôt que flamboyant. Les jeux de Capcom sont véritablement cinématographiques. Ils permettent aux joueurs de vivre une histoire à travers le médium du jeu vidéo. Les graphismes réalistes en sont une preuve. Capcom cherche à immerger les joueurs dans un monde de jeu authentique. J'apprécie beaucoup cette approche fondamentale de Capcom envers le jeu. Cependant, connaissant bien leur titre, je ne peux m'empêcher de relever quelques insatisfactions. Il existe diverses façons de concevoir des jeux. Un jeu reste un jeu et peut divertir les joueurs, même sans être cinématographique. L'essentiel est qu'il soit amusant. Des jeux à écran fixe comme Bubble Bubble ou Arkanoid, bien qu'ils ne possèdent pas de narration forte, sont divertissants et ont connu un grand succès. Peut-être serait-il temps que Capcom se tourne vers des jeux moins réalistes, mais tout aussi amusants. En restant dans la même veine, le risque de lasser les joueurs est réel. L'accent mis sur le réalisme peut rendre les jeux trop sombres. Un jeu sombre peut être puissant et captivant, mais il semble que Capcom ait perdu le sens du jeu depuis Exceed Exes. Les personnages comiques et les éléments ludiques ont disparu, ce qui est regrettable. Parfois, l'accent mis sur le réalisme entraîne une monotonie. C'est particulièrement vrai pour les jeux de tir où les ennemis surgissent constamment, mais le gameplay peut devenir répétitif. Si le joueur se contente de tirer sans variation, l'ennui s'installe. Introduire de la variété et des surprises est essentiel pour maintenir l'intérêt. Les joueurs recherchent différentes formes de divertissement. La sensation de satisfaction est importante, mais elle ne fait pas tout. La réflexion pour surmonter les obstacles, la surprise et l'impact visuel ou sonore contribuent tous à l'expérience globale. Par exemple, Ghosts and Goblins est un excellent jeu de Capcom avec une progression passionnante et un dénouement satisfaisant. Autrement dit, Capcom excelle en graphisme, en son et en game design, mais avec un peu plus d'innovation et en surprenant les joueurs, Capcom pourrait créer des jeux encore plus excitants et plaisants. Les 3 trésors sacrés des développeurs de jeux: bon sens, perception et vision. Kenzo Tsujimoto, le président de Capcom, s'exprime librement. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo, monsieur le président ? Récemment, je ne joue plus beaucoup. Je n'ai pas vraiment le temps. Les jeux modernes ont une grande profondeur. Pour nos jeux, je regarde les vidéos jusqu'à la fin. Cela fait 20 ans que je suis impliqué dans l'industrie des jeux vidéo.
J'écoute plus souvent les opinions des autres que de donner mon propre avis. Cela fait 20 ans que vous êtes impliqué dans les jeux vidéo, mais Capcom n'existe que depuis 3 ans et demi, n'est-ce pas? Avant cela, vous étiez chez IREM si je ne me trompe pas. Oui, j'ai créé IREM. Il y a eu des problèmes de gestion, alors nous avons décidé de nous séparer. Pourquoi avez-vous quitté IREM pour créer Capcom? Il y avait plusieurs raisons. L'une des principales était de suivre une vision différente et de se concentrer sur le développement de jeux de meilleure qualité. IREM a son propre business à gérer. Il est important d'écouter aussi leur point de vue. À l'époque, IREM était classé environ 4e dans l'industrie des jeux d'arcade. Nous avons intégré le capital d'un fabricant pour une gestion conjointe, ce qui a rendu difficile la réalisation de nos propres idées. J'ai donc décidé de suivre ma propre voie. Au moment de la création de Capcom, nous étions seulement entre 1 et 6 personnes, puis nous sommes passés à 10 et aujourd'hui nous sommes plus de 100. Quelles sont, selon vous, les choses les plus nécessaires pour un fabricant de jeux? Pour un fabricant de jeux, les choses les plus importantes sont le bon sens, le ressenti et la vision. Concrètement, il faut penser à l'année prochaine et à celle d'après. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on peut comprendre en réunion. Toutes les entreprises doivent cibler ce qui se vendra l'année suivante. Parfois, il arrive que des jeux similaires soient en concurrence, mais il n'y a jamais de copie intentionnelle. C'est simplement une question de timing et de vision. Que faites-vous dans ces cas-là? C'est très simple, nous changeons tous les personnages ou nous arrêtons complètement. Je regarde les vidéos des jeux et j'indique les changements à opérer. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions sur les jeux de Capcom. Quel jeu a été le plus vendu? Je pense que c'est probablement Ghosts and Goblins. Cela inclut également la version pour la console Famicom. Si l'on se limite aux jeux d'arcade, pour les centres de jeux classiques, c'est Commando. En termes de longévité, ce serait 1942. Pourquoi pensez-vous que 1942 a été un succès? Pour qu'un jeu se vende bien, il doit offrir quelque chose de nouveau, jamais vu auparavant. C'est le cas pour 1942, Commando et Ghosts and Goblins. Peut-être qu'ils semblent similaires à certains égards, mais globalement, il n'y avait rien de semblable à l'époque. De l'année dernière à cette année, il y a eu beaucoup de jeux qui leur ressemblent, en particulier pour 1942. La raison de son succès durable est qu'il a touché un public large. L'histoire était facile à comprendre et on pouvait s'immerger facilement dans le jeu. On dit que 1942 était simple en termes de contenu, mais à l'époque, c'était parce que la capacité matérielle était limitée. Peut-être que l'influence des jeux sur Famicom a joué un rôle. Cependant, si les jeux deviennent trop complexes, ne risquent-ils pas de devenir ingérables? Certains disent que les jeux consistent juste à appuyer sur des boutons, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je pense que 1942 est vraiment un succès durable. Oui, c'est vrai. Ce qui reste sur le marché pendant plus d'un an est probablement un bon produit, n'est-ce pas? Peu importe ce que nous disons, cela ne dépend pas de nous. Ce sont les joueurs qui évaluent les jeux. Environ 200 types de jeux vidéo sortent chaque année. Parmi eux, ceux qui restent sont rares. C'est une tâche difficile. Quels ont été les défis lors du développement de 1942? Au début, c'était un jeu de combat avec des personnages de science-fiction un peu bizarres. Mais cela ne se démarquait pas dans les salles d'arcade. Alors nous avons tout annulé. Ensuite, nous avons emmené l'équipe de développement voir le film Zero Sen Moyu. Et c'est ainsi que nous avons redéveloppé le jeu. Une fois terminé, nous avons tous évalué le jeu et tout le monde a dit que ce n'était pas bon. Les retours du département des ventes étaient terribles, ils ne voulaient même pas le vendre. Nous avons donc travaillé dessus pendant 2 mois supplémentaires avec beaucoup de sérieux. À vrai dire, le jeu n'a pas beaucoup changé, mais peut-être que le fait d'avoir été sérieux a aidé. Car les joueurs sont sérieux quand ils jouent, ils se concentrent entièrement, ils s'impliquent entièrement, sinon ils ne peuvent pas progresser dans le jeu. Alors en tant que développeurs, nous devons aussi nous concentrer pleinement. C'est une question de principe. Lors de sa sortie, il était en concurrence avec Spartan X d'IREM, et on nous a dit que 1942 ne se vendrait pas beaucoup, donc nous avons réduit la production. Cependant, au fil du temps, il a commencé à bien se vendre, et en mai-juin, nous avons réalisé que c'était vraiment quelque chose de spécial. Aux États-Unis, il a fallu 1 an pour le vendre,
mais il a eu beaucoup de problèmes de copie. Les problèmes de copie sont un grand défi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Par exemple, pour Sidearms, on dit qu'il y a eu environ 4000 copies uniquement en France. Chez Capcom, nous réalisons environ 50% de nos ventes au Japon et 50% à l'étranger. Mais en Europe, c'est pratiquement nul à cause des problèmes de copie. Même si nous faisons des efforts, c'est la situation actuelle. On a presque envie de dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais nous ne participons pas au salon en Europe. À ce propos, quelle est la situation dans les salles de jeux en Europe? Cela ressemble un peu aux machines à sous et aux machines de jeux d'argent. Il y a souvent des jeux de ce type à côté des jeux d'arcade. En Allemagne, en Angleterre, c'est assez courant. Et bien sûr, l'accès est interdit aux moins de 18 ans, donc les enfants ont très peu de possibilités de jouer. Sur 10 salles, il doit y en avoir une où ils peuvent jouer. Mais à l'inverse, il est intéressant d'évaluer l'avenir des consommateurs européens. Par exemple, Commando sur ordinateur s'est vendu à environ 250 000 exemplaires en Europe. Mais comparé à l'Europe, le marché américain est plus favorable. Les opérateurs deviennent plus dynamiques. La montée du yen a-t-elle un impact? Oui, cela a un impact, même si c'est moins grave que dans d'autres industries. Mais en Europe, on ne peut pas simplement augmenter les prix pour compenser, à cause de la différence de coût entre les copies et les originaux. C'est un vrai problème. Savez-vous où les copies sont produites? Cela se passe en Corée, à Taïwan ou en Italie. Il serait sage de mettre en place des lois nationales, mais en fin de compte, cela ne changera rien. Ils continueront à produire des copies clandestines. Nous devons simplement continuer à sortir de nouveaux bons jeux en pensant à l'avenir. Quelle est la position des jeux japonais dans le monde? Plus de 90% des jeux sont probablement de fabrication japonaise. Si un jeu devient numéro 1 au Japon, il aura également un bel avenir aux États-Unis. En ce sens, le Japon est le principal pays producteur. Les jeux développés au Japon sont parmi les meilleurs au monde. Bien que nous ne puissions pas gérer l'exploitation des jeux dans le monde entier, nos jeux eux-mêmes sont universels et fonctionnent partout. C'est pour cela que nous nous concentrons sur le développement de jeux au Japon. Quels sont vos objectifs pour cette année? L'année dernière, nous étions dans une période d'apprentissage. Cette année, nous aimerions sortir un jeu environ tous les 2 mois. Nous pensons qu'il serait bien d'en sortir 10 par an. Cependant, le succès ne repose pas uniquement sur le développement, mais aussi sur 3 ou 4 autres facteurs. Que voulez-vous dire par là? Je ne peux pas en parler pour l'instant. Vous comprendrez en voyant ce que Capcom prépare pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine. On peut donc s'attendre à de bonnes choses. Nous sommes impatients de voir quel jeu vous allez proposer cette année pour divertir les joueurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de nous parler, malgré votre emploi du temps chargé. Le prochain numéro de The Super Insider sera consacré à l'entretien avec les équipes de développement de Capcom.僕たちの旅90年代